plaisir donc de succéder à Laurent Baudeclerc. Ce matin, mon homologue montpelliérain, je suis la Toulousaine INRA. Et pour la séquence de cet après-midi, on a un défi qui est que ce matin, nous avons eu des exposés très pédagogiques. Et donc, mais je suis sûre que les intervenants de cet après-midi sauront relever ce défi. Et sur le fond, nous allons aborder le pilier social, sans lequel les agricultures et les alimentations ne pourraient s'inscrire dans une perspective de développement durable. Et donc, je remercie encore une fois l'Académie d'avoir consacré ce volet pour un certain nombre d'interventions cet après-midi. Et nous allons commencer avec mon collègue François Pursègre, d'une unité de recherche mixte INRA, École d'agronomie de Toulouse. Et je le remercie donc d'intervenir. Il a commis beaucoup d'ouvrages. Il a commis un ouvrage avec Bertrand Hervieux, que vous connaissez bien, sur la sociologie des mondes agricoles en 2013, mais il y en a bien d'autres et je le remercie d'intervenir cet après-midi. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux Académies des sciences en fait de Montpellier et de Toulouse de m'avoir donné l'opportunité de revenir avec vous sur quelques-unes des grandes évolutions qui traversent ce que je vais appeler les mondes agricoles. On parle communément du monde agricole, mais peut-être aujourd'hui l'usage du pluriel prévaut-il. Et je vais revenir aussi sur les raisons de l'usage du pluriel, puisque je vais aborder avec vous tout à la fois des tendances lourdes et des faits stylisés, des faits qui renvoient aussi à des signaux faibles qui émergent dans ce que je vais appeler les entreprises du secteur de la production agricole. Ma présentation s'articulera autour de 3 points. Un premier point renverra en fait à la question de l'entrepreneuriat agricole à l'épreuve de ce que je vais appeler l'éclatement des formes d'organisation sociale et économique de la production agricole. Éclatement communément admis aujourd'hui. Et je reviendrai ensuite dans un second point, excusez-moi, s'il y a 1, 2, 3, mais la version Mac en fait conduit à des petits problèmes de lecture sur PC. J'aborderai la question de la transformation aussi des métiers de l'agriculture pour enfin en venir à des stratégies organisationnelles en émergence sur ce que j'appelais tout à l'heure en fait des signaux faibles qui peuvent laisser à penser qu'un certain nombre d'évolutions auront cours demain dans ces entreprises agricoles, mais également en matière d'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans la façon dont on gouverne les entreprises du secteur de la production agricole, puisque mon propos portera, pour l'essentiel, je tiens à le préciser, sur la France, voire l'Europe, et sur l'entreprise du secteur productif agricole. Je ne m'engagerai pas dans des développements portant sur les entreprises du secteur agroalimentaire. Donc, quand je parlerai de l'entreprise de production agricole, ça désignera ce que vous entendez communément par l'exploitation agricole, et reste à savoir si on peut, dans certains cas, l'appeler encore exploitation agricole. C'est aussi l'objet de mon propos que de revenir sur les difficultés à qualifier les évolutions qui affectent ces entreprises de production agricole. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur des éléments contextuels qui me conduisent à revenir sur les grandes étapes de l'organisation sociale et économique du travail agricole. Il ne faut pas oublier qu'en un siècle, on est passé peut-être de la forme qui a été incarnée par celle de la paysannerie, triomphe de la Troisième République, à des formes plus efflorescentes d'entrepreneuriat agricole. En un siècle, on est passé de l'exploitation, de la ferme familiale paysanne, qui renvoyait à une gestion avant tout patrimoniale de la dite exploitation, et on ne parlait pas encore d'exploitation, mais de la ferme, où là, la protection sociale émanait avant tout de la protection du père de famille. Donc, on était là à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle en France, et jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la paysannerie, en tant que forme d'organisation sociale du travail, a triomphé. Une paysannerie qui était encadrée par des organisations tutélaires, obros, bourgeois, aristocrates. Une paysannerie qui avait du mal à s'organiser et qui avait du mal à penser l'organisation économique du travail en agriculture. Ce qui triomphait là, au-delà de la paysannerie, c'était avant tout le projet patrimonial. Et il a fallu attendre le sortir de la Seconde Guerre mondiale pour voir émerger aussi une nouvelle forme
d'entreprises agricoles. On va passer de la ferme à l'exploitation, et ce passage de la ferme paysanne à l'exploitation agricole sera porté notamment, je ne vais pas revenir là-dessus, puis je vois dans la salle d'éminents historiens qui pourraient revenir aussi sur cette question, porté par des organisations professionnelles. Je pense à la première d'entre elles, les jeunes agriculteurs, à l'époque Cercle et Centre national des jeunes agriculteurs, qui vont porter une nouvelle vision de la ferme familiale et faire en sorte que le paysan endosse définitivement les habits de l'exploitant agricole. Et c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que va s'affirmer ce qu'on va appeler par la suite le modèle de l'exploitation familiale à 2 UTH, 2 unités travail-homme. Consécration de ce travail en couple auquel les Français sont si attachés encore aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça, si je fais ce détour historique, que les évolutions qui traversent les mondes agricoles nous perturbent, tout particulièrement nous, Français. Parce que nous sommes attachés aussi à cette conquête, à ce passage de la ferme familiale à l'exploitation de couple, à 2 UTH, cette conquête du projet entrepreneurial sur un projet patrimonial qui, je le rappelle, était aussi synonyme d'avilissement, de servitude, et duquel il fallait s'extraire pour toute une génération. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'on ait atteint aussi, du moins qu'on soit passé à une 3e étape dans l'évolution de l'organisation du travail agricole, en ce sens que, si je prends le cas français, et je resterai sur le cas français, on voit émerger une efflorescence d'entreprises, de micro-entreprises même dans le secteur agricole. On semble observer aussi, du moins ça c'est mon hypothèse, une banalisation de l'entrepreneuriat agricole, comme si on passait de l'exploitation à 2 UTH à des formes d'entreprise beaucoup plus banales, telles qu'on peut les observer dans les secteurs commerciaux ou industriels. Et puis, autre élément qui me semble caractéristique de l'étape dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, c'est cette fluidité des métiers et des innovations techniques, voire commerciales, marchandes, qui traversent aussi l'entreprise agricole. En ce sens, le chef d'exploitation, aujourd'hui, peut cumuler différentes casquettes. Ça peut être tout à la fois le salarié de l'entreprise commerciale, le gestionnaire du GFA familial. C'est une imbrication dans les statuts auxquels on assiste de plus en plus. D'où les difficultés aussi pour nous, chercheurs, d'identifier, de caractériser ce que sont les métiers, les fonctions et surtout les contours de l'entreprise agricole, par-delà les modèles auxquels, à la fois culturellement, politiquement, nous sommes attachés. Et pour de bonnes raisons aussi. Donc les évolutions que je vais vous décrire ne renvoient pas non plus de ma part à un discours prônant une évolution inexorable. Je fais simplement que poser mon regard de sociologue aussi sur un certain nombre d'évolutions sur le cas français. Alors, sur le premier point que je voulais aborder, qui est celui de l'éclatement des formes d'organisation, cet éclatement, il renvoie en fait à 3 variables. Parmi ces variables qui contribuent à l'éclatement, la variable démographique. Sans conteste, il faut l'admettre, la population agricole est entrée définitivement en minorité, tout à la fois dans notre société, mais également dans les espaces ruraux, puisque les espaces ruraux aujourd'hui ne sont plus simplement dévolus à la production agricole. Ça, je n'invente rien, vous l'observez vous au quotidien, il y a plus d'ouvriers et de professionnels des services ou des activités industrielles dans les espaces ruraux que de professionnels de l'agriculture. Bon. Inexorablement, il faut l'admettre, la France n'a jamais compté aussi peu d'agriculteurs. 490 000 exploitations d'après le dernier recensement du ministère de l'Agriculture. Les chiffres, de toute façon, on attend les résultats d'enquête structure, des différentes enquêtes structure qui devraient sortir, laissent à penser que cette chute apparaît comme inexorable, 10 fois moins d'agriculteurs qu'il y a un siècle, mais on peut dénombrer aussi une chute
du nombre des exploitations de près de 26% en 10 ans, c'est-à-dire entre les deux recensements agricoles. Voilà. À l'horizon 2020, on estime que la population agricole devrait atteindre, du moins la population, des exploitations agricoles, 320 000 exploitations. Autre élément, à mon avis, caractéristique, c'est le vieillissement de cette population. Là aussi, j'invente rien. Je reprends des éléments qui ont été constatés par d'autres. Un agriculteur sur 5 a moins de 40 ans, mais surtout, il n'y a jamais eu... Alors, si le vieillissement est attesté aujourd'hui, et s'il ne fait que prolonger un vieillissement qui a débuté il y a très longtemps, aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes agriculteurs. Et ça, à mon avis, c'est un phénomène sur lequel il faudrait aussi s'arrêter pour essayer de comprendre quels sont les leviers d'entrée dans le métier, par-delà les questions de transmission intergénérationnelle, par-delà les transmissions dans un cadre strictement familial. Et quand on regarde bien l'âge moyen, alors le point positif par contre, c'est la féminisation dans l'entrée dans les métiers de l'agriculture. À la fois les métiers du salariat et les métiers de chef d'exploitation. Donc ça, c'est quand même un point positif de ces évolutions, que l'augmentation du nombre de candidates au métier d'agriculteur, voire de salariés de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs dans cette population agricole, il ne faut pas l'oublier, et ça aussi c'est un trait caractéristique de la population agricole, que de voir s'affirmer ce groupe socio-professionnel qui est celui des salariés, sur lequel on reviendra. Avec un âge moyen d'entrée dans les métiers pour les moins de 40 ans, de 28 ans pour les hommes, 32 ans pour les femmes, avec des jeunes installés qui entrent beaucoup plus tardivement dans le métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont très souvent une expérience préinstallatoire de plus en plus longue et qui contribuent largement aussi aux évolutions dans les formes d'organisation sociale du travail en agriculture. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'agriculture demeure un secteur innovant, notamment sur les questions marchandes, puisqu'on a de nouvelles populations qui importent des façons de travailler au sein même de ce secteur-là. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le souligner. Et les candidates à l'installation importent aussi très souvent de nouvelles façons de manager l'entreprise, de l'organiser et de penser la transmission dans les entreprises agricoles. Autre fait aussi intéressant, alors qui lui peut être aussi à la fois stimulant intellectuellement en tant qu'observateur et puis inquiétant, c'est le fait qu'on assiste au développement de la pluriactivité dès l'installation. Pas moins de 30% des installés de 40 ans et moins sont pluriactifs. Pourquoi? Parce que dans les représentations sociales qui sont associées à l'installation, chez les jeunes candidats à l'installation, il y a l'idée que ce métier ne sera pas suffisamment rentable pour l'exercer uniquement, et il est nécessaire pour la plupart des candidats à l'installation de penser un projet par-delà les contours de l'exploitation familiale. Donc ça, à mon avis, ça a des conséquences. Ça veut dire que ce métier se pense dans les incertitudes. On parle souvent des incertitudes qui caractérisent nos sociétés contemporaines, mais l'incertitude autour de l'entrée dans les métiers est caractéristique aussi de cette population-là. On n'est pas certain d'être là demain. Et ça, c'est à mon avis aussi un changement paradigmatique fort. Jusqu'alors, entrer dans les professions d'agriculture, c'était y entrer ad vitam aeternam. Or aujourd'hui, quand on fait le choix d'entrer dans ce métier, c'est aussi pour pouvoir peut-être demain le quitter. Alors ça peut bousculer, ça peut nous bousculer, responsables professionnels, chercheurs, parce qu'on se dit que « mais pourquoi l'exploitation familiale, elle est résiliente de toute façon ? On ne peut que vivre bien dans ces exploitations, pourquoi quitter ce monde-là ?» Eh bien oui, ce monde se quitte comme tout le monde professionnel, et il se quitte aussi parce que on a eu une vie avant l'installation, et qu'on a envie, pourquoi pas, d'avoir un troisième métier, après être devenu agriculteur. Donc ça veut dire qu'il va falloir, mais on reviendra là-dessus, repenser les canaux d'entrée dans le métier et les canaux de sortie. Alors les canaux de sortie du métier, ça, ils sont très rarement pensés. Donc là, il y a peut-être un enjeu à la fois pour les chercheurs que de penser ce que sont ces sorties du métier, et pour les organisations professionnelles et les collectivités et les pouvoirs publics, les dispositifs permettant d'accompagner la sortie
du métier, puisque bien entendu, cette sortie, elle ne renvoie pas à ce qui était communément proposé jadis, dans les années 60, ces indemnités viagères de départ. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on entre dans le métier par choix et on le quitte aussi par choix. Donc, mais comment accompagner la reconversion professionnelle et surtout comment accompagner la durabilité des systèmes d'exploitation à l'échelle des territoires en sachant que aujourd'hui, les candidats à l'installation ne sont pas forcément sûrs d'être là demain. Donc, je pense que c'est à la fois, ça peut apparaître inquiétant, mais je pense que c'est assez stimulant que d'imaginer les mouvements sociaux au sens propre du terme dans cette profession-là. Donc une entrée beaucoup plus tardive aussi quand on regarde l'âge d'installation à la fois chez les femmes et chez les hommes et chez les hors cadres. Alors pourquoi? Parce que un jeune agriculteur aujourd'hui c'est quelqu'un qui a connu le salariat. Très souvent, voire même le chômage. On n'y pense pas, mais très souvent, les jeunes qui s'installent aujourd'hui ont déjà eu une expérience dans la recherche d'emploi. Bon, ça c'est aussi quelque chose qui doit nous conduire à repenser l'accompagnement politique et professionnel de cette population, une population qui représente, je vous ai parlé du nombre d'exploitations tout à l'heure, 490 000, mais qui représente 1 million d'actifs en France, d'après les sources du ministère de l'Agriculture. 1 million d'actifs, 876 000 actifs familiaux. Donc oui, les actifs familiaux prédominent. Si on veut se rassurer, on peut se rassurer. Ils existent toujours en nombre. Mais à côté de ces actifs familiaux, on voit une population de salariés, 140 000 individus, notamment permanents, je ne compte pas les saisonniers, qui deviennent de plus en plus importantes, notamment, alors pas en valeur absolue, mais en valeur relative, parce que quand on regarde ce qui se fait sur les exploitations, en termes de travail, eh bien, la part du travail salarié ne cesse d'augmenter au détriment de la part des travaux réalisés par les collatéraux et les conjoints, notamment, des dits chefs d'exploitation. Donc ça, c'est un élément aussi à avoir à l'esprit, que ce renouveau du salarié agricole, je dis bien renouveau, pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui se passait au siècle précédent, le salariat n'est pas forcément synonyme que de précarité aujourd'hui en agriculture. Ça renvoie aussi à la complexité, à la fluidité des métiers dont je parlais tout à l'heure, puisque un chef d'exploitation peut être aussi salarié de sa société commerciale, et le salariat n'est pas forcément... Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a de la précarité en agriculture, il y a des situations d'asservissement, il y a des choses à régler qui ne sont pas réglées, mais le salariat en agriculture aujourd'hui, ce n'est pas le salariat quand même de la fin du 19e siècle. Et c'est aussi un statut qui est choisi par un certain nombre d'actifs agricoles, si je prends le cas français, je resterai sur le cas français. Donc, on a aussi là un développement du salariat agricole au regard de la chute du volume du travail réalisé par les actifs familiaux en agriculture. Parce que bon, si la chute du salariat était liée à la fin du 19e siècle, au début du 20e, à la montée en puissance de la mécanisation, aujourd'hui, c'est par choix que le salariat redevient aussi un phénomène majeur, et puis parce que, et je le dirai tout à l'heure, la plupart du temps, oui, on a 60% d'exploitation familiale en France, mais oui, il n'y a que 20% des exploitations qui renvoient à un papa, une maman et un fiston, et oui, il y a quand même près de 30% des exploitations familiales qui sont gérées par des hommes seuls avec des salariés. Donc la figure de l'agriculture familiale, c'est aussi une figure très solitaire, c'est aussi celle d'un individu qui fait face à un salarié, alors un salarié qui est trouvé dans son environnement immédiat, mais c'est aussi cette figure-là. Donc ça veut dire aussi qu'en termes d'accompagnement politique, en termes d'accompagnement professionnel, il faut arriver à repenser aussi ce qu'est l'agriculture familiale dans un cadre qui est celui de l'individualisation des métiers. Même si, sur le plan capitalistique, l'agriculture familiale demeure un phénomène majeur en France. Alors je passe sur la diapo précédente, mais scénario le plus probable, on aura certainement, avec la fin des baby boomers et le départ à la retraite de la plupart des baby boomers, un nombre de départs à la retraite qui risque de se stabiliser, voire de diminuer. On était à peu près à 30 000 aujourd'hui, on devrait à l'horizon 2020 atteindre 21 000 départs, je vous rappelle, pour grosso modo entre 10 et 12 000 installations par an. Alors, on aura aussi, très certainement, d'après les démographes,
d'après des experts comme François Lefebvre ou autres, une relative stabilité des surfaces de terre libérées. Il ne faut pas oublier aussi que l'entrée dans le métier se fait sur des surfaces de plus en plus importantes. Donc, on a aussi, et ça je reviendrai là-dessus, un phénomène majeur qui n'est pas réglé, c'est celui de la concentration des systèmes d'exploitation. En moyenne, tous les ans, 1 million d'hectares partent sur le marché foncier, départ à la retraite, vente, etc. Sur ce million d'hectares, 500 000 partent à l'installation, mais 400 000 partent à la concentration, et 100 000 à l'artificialisation. Donc on se gargarise des chiffres d'artificialisation, c'est un phénomène majeur qu'il faut tenter d'enrayer, mais n'oublions pas que 400 000 hectares partent quand même, à côté des 500 000 hectares pour l'installation, à la concentration des systèmes d'exploitation. Donc on a quand même, au sein de la profession, une confiscation de l'appareil productif par les membres même de la population agricole. Donc ça, je pense que c'est quand même bien aussi de le rappeler, parce que les difficultés d'installation, elles tiennent aussi à ça, et l'évolution dans le nombre d'agriculteurs, il sera aussi lié à ça. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre forcément la concentration, enfin, l'agrandissement renvoie peut-être à des projets économiques, renvoie peut-être à des projets de vie, etc. Mais, in fine, au bout du bout, ça débouche sur une difficulté quant à la capacité des plus jeunes à entrer dans le métier, voire des moins jeunes, hein, parce qu'aujourd'hui, ce métier, il ne se pense pas uniquement à travers l'entrée de jeunes actifs dans la profession. Autre variable qui, à mon avis, contribue à ce que je vais appeler l'éclatement des formes d'organisation sociale, c'est la variable structure d'exploitation. Quand on regarde de près les chiffres du RA, on n'a jamais eu autant de micro-exploitations et de très grandes exploitations. Ce qui est vraiment important à souligner, c'est que quelles sont les exploitations qui trinquent en termes de structure d'exploitation? Les exploitations moyennes, c'est-à-dire celles qui ont constitué le modèle des politiques agricoles. Et ça, c'est intéressant de le remettre en perspective au regard de ce qui se passe à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, on voit bien que les mondes agricoles, en termes d'entrepreneuriat, sont traversés aussi par deux mouvements. Un mouvement qui renvoie aussi à l'éclatement que je décrivais tout à l'heure, autour de trois polarités, des agricultures à la fois de survie, de famille, et des agricultures de firmes qu'on pourrait qualifier de plus entrepreneuriales, c'est-à-dire que l'agriculture est traversée, et ça c'est un grand paradoxe de l'agriculture, contrairement à ce qu'on peut penser par rapport à la globalisation de l'agriculture homogénéise pas forcément les trajectoires des entreprises, mais elle contribue à l'éclatement à travers un processus à la fois d'abstraction et de financiarisation des structures d'exploitation, c'est-à-dire que quand je dis abstraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises agricoles ressemblent de plus en plus à des sociétés, et c'est le cas en France, dans lesquelles les parts sociales s'échangent. Financiarisation, parce que les marchés sont traversés par cette question-là, mais les entreprises également font face à l'arrivée de capitaux externes qui contribuent à l'arrivée de nouveaux acteurs. Et puis parallèlement, au même moment, il y a un phénomène aussi d'assujettissement et de précarisation. Si on prend le cas du Languedoc ou Midi-Pyrénées, on a tout à la fois des agricultures hautement capitalistiques qui se répandent dans les territoires, et on a, si je prends le cas des Hauts-Cantons par exemple, du département de l'Hérault, des populations en situation de survie, de grande précarité, et qui sont en situation de pauvreté. Au même moment. Et c'est vrai que là, pour les pouvoirs publics et les organisations professionnelles, il y a un enjeu à penser justement la coexistence de ces formes-là, du moins l'accompagnement, s'il ne s'agit pas de coexistence, de ces formes-là, puisqu'elles sont là au même moment, qu'on le veuille ou non. Et ces formes-là ne sont pas des formes plus ou moins abouties d'une étape précédente. C'est-à-dire qu'on a pu penser à un moment donné que les paysans allaient devenir des agriculteurs, etc., et puis des grandes exploitations, mais on voit bien qu'on n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes pour devenir une structure conséquente. Bon. Il faut que j'aille vite, c'est dommage, mais juste des chiffres sur le cas français. 60% d'exploitation familiale, je disais. Quand on regarde de près les données individuelles du RA, on a quand même pas moins de 6% d'entreprises aux allures de firme, c'est-à-dire, là l'indicateur c'est le travail réalisé sur l'exploitation des entreprises où le travail est fait pour l'essentiel, voire majoritairement, par des salariés, et 4% d'entreprises où le travail n'est fait que par des salariés dans un cadre qui est strictement non familial. Alors ça, c'est une typologie qui a été construite par des collègues Bruno Le Gagneux et Valérie Olivier, et qui donne à voir aussi, on pourra en discuter, le fait que les exploitations familiales de base, entre guillemets, ne représentent plus que 20%. Or, tous les dispositifs de politique publique ont été pensés pour les accompagner. Donc, quid de la gestion de cette typologie? Enfin, la variable patrimoniale,
ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui, la famille est mobilisée différemment d'hier. C'est-à-dire que la famille, pendant très longtemps, elle a été au service de l'exploitation. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt l'exploitation qui est, dans le cas français, au service de la famille. C'est-à-dire que, ah oui, il reste des exploitations familiales, mais pour des raisons capitalistiques et patrimoniales, on va garder l'exploitation familiale. Mais est-ce que, pour autant, des membres de la famille sont désignés pour gérer l'exploitation ? Pas forcément. Est-ce que, pour autant, des membres de la famille sont désignés pour faire le travail ? Pas pour autant. Donc, on voit bien que aujourd'hui, il y a quand même une dissociation de plus en plus grande entre le projet patrimonial et le projet aussi économique des entreprises agricoles. Et ça, c'est une vraie question qui se pose. D'où un retour en force des logiques de rente. Et en ce sens, Marx avait raison. La prédiction marxiste à l'émergence d'agriculture de firme, eh bien, elle est bel et bien là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on ne contrarie pas certains mouvements, eh bien, la logique de rente peut reprendre à nouveau le pas sur un projet qui serait celui d'un couple ou d'une famille agricole. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que aujourd'hui, le projet agricole est avant tout un projet de gestion patrimoniale, porté aussi par de nouveaux processus d'abstraction et de nouveaux réseaux aussi de conseils stratégiques. Alors, je vais sauter, puisque j'ai 2 minutes, je vais sauter le deuxième point qui renvoyait à des métiers en transformation et qui me permettait d'aller plus loin pour passer directement à mon troisième point, si vous n'en voulez pas, pour poursuivre dans cette idée-là, hein, pour pas qu'il y ait une rupture dans ce que je voulais vous dire. Alors, je n'oublie pas, c'était mon propos dans mon point 2, que les exploitants familiaux ont pris acte d'un certain nombre de controverses qui traversaient l'agriculture et qu'il y a de l'innovation marchande, il y a de la petite agriculture résiliente, familiale, qui innove en matière de circuits courts, etc. Je pourrais revenir plus longuement là-dessus, mais regardons un peu ce qui se passe en termes de signaux faibles autour de ces entreprises, plutôt même de grande taille, puisque c'est quand même mon objet de recherche. Bon. Premièrement, ce que je voudrais aussi, ce sur quoi je voudrais insister avec vous, c'est sur le fait qu'on a un éloignement qui s'opère du modèle traditionnel familial, une banalisation, et qui renvoie à une banalisation de l'entrepreneuriat agricole, avec de nouvelles formes d'agencement, à la fois capitalistique, mais de nouvelles formes d'agencement entre capital foncier, capital d'exploitation et travail. Et cette banalisation, elle renvoie à l'arrivée de nouveaux acteurs sur les scènes de l'amont agricole qui contribuent à l'évolution des façons de gouverner l'entreprise agricole. On voit aujourd'hui apparaître des exploitations de plus en plus gérées aussi par des salariés, de moins en moins parce qu'il reste de famille dans la famille. On voit aussi aujourd'hui des entreprises de plus en plus être connectées au marché directement et s'émanciper aussi de la tutelle des organisations professionnelles. Et c'est vrai en céréaliculture, c'est vrai, vous le voyez ici, en maraîchage et en production de fruits et légumes, mais c'est vrai aussi dans le secteur donc de l'élevage. Là, je vous projette des images d'une entreprise agricole qui est située dans la Nouvelle-Aquitaine, plus précisément ex-Limousin, une ferme. Donc voici des photos aériennes de ces 3 sites qu'on a enquêtés. Donc 3 sites d'exploitation, 2500 têtes, 550 hectares, c'est 15 salariés. C'était 600 000 € de DPU touchés avant la réforme de la PAC, aujourd'hui un peu moins. Et là, vous voyez ces 3 sites, 3 sites qui ont été rachetés progressivement par des investisseurs italiens et puis progressivement par des investisseurs français du secteur du ferroviaire. Et donc là, on voit bien à travers même ces images combien l'agriculture peut être l'objet à la fois de processus de délocalisation et que les contours aussi de l'entreprise agricole sont de plus en plus difficiles à cerner. C'est-à-dire que l'arrivée sur ces 3 sites des investisseurs renvoie avant tout à l'acquisition de parts sociales sur ces 3 sites. Donc là, il n'y a pas eu même de notification à la SAFER permettant de montrer l'arrivée des... Enfin, c'est un peu le modèle des Chinois dans le Berry. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ce phénomène d'abstraction et de financiarisation, il touche, alors on pense communément au secteur céréalier, mais pas que ce secteur-là. Là, je vous dis, on est dans le secteur bovin-viande, et on est dans des exploitations qui se passent aussi de main en main, et qui aujourd'hui sont interconnectées via des réseaux de prescripteurs qui passent d'un site d'exploitation à un autre, et qui démêlent aussi les imbroglios à la fois environnementaux et juridiques que peuvent rencontrer ces entreprises. Je termine juste pour boucler, si je peux avoir 2 minutes de plus.
Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus dans ces entreprises agricoles, enfin pas de plus en plus, mais que dans certains cas, pardon, des gouvernances actionnariales guidées par une logique financière peuvent faire leur apparition. Tout comme il émerge aussi des stratégies hybrides, à mon avis, qu'il faut aussi souligner et qui me paraissent importants dans le secteur de la transformation, de la commercialisation des énergies renouvelables, mais aussi de ce que je vais appeler le conseil-service en gérance, c'est-à-dire que face aux difficultés rencontrées par les familles pour transmettre l'outil de production, au-delà de la figure de la firme industrielle, telle que vous pouvez l'imaginer, confère la ferme des 1000 vaches, etc., émergent aussi d'autres formes d'entreprises aux allures de firmes qui renvoient à des firmes commerciales de prestation du travail. Oui, la production agricole est une activité commerciale comme une autre qui se monnaie par des entreprises qui n'ont pas forcément le statut d'exploitation agricole. Et ça, c'est aussi un élément intéressant à souligner, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de l'agriculture du futur, que de voir émerger cette figure du land manager qui est à l'interface entre des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre aujourd'hui. Parce que, on le voit bien aujourd'hui, oui, les Français sont très attachés à l'agriculture familiale. Mais quand il s'agit de prendre le manche pour faire tourner l'exploitation, là, il y a un peu moins de monde. Et donc, du coup, émergent des figures nouvelles en termes de métier, portées par des entreprises étrangères parfois, je pense à une entreprise belge installée dans le nord de la France, qui aujourd'hui conquiert des parts de marché dans l'ensemble du territoire, voire des coopératives aussi, qui aujourd'hui prennent en charge la fonction productive parce que dans l'incapacité de maintenir la capacité de collecte de l'outil de production. Et si je vous montre une carte, par exemple, si on prend le cas du département de la Haute-Garonne, on voit bien que, alors, uniquement, attendez, là, c'est pas la bonne carte, sur la Haute-Garonne, pardon, vous avez 14% des exploitations qui sous-traitent intégralement l'activité productive. Ça, c'est une carte qu'on a conçue avec mes collègues, en agrégeant un certain nombre d'indicateurs qui donnent à voir les processus de délégation de l'activité. Et on voit bien que c'est près de 23% des exploitations qui, certes, sur le papier, sont encore familiales, mais où le travail n'est plus familial. Mais le fait d'entreprises classiques, des ETA, voire des poules de DA, voire de nouveaux acteurs qui émergent et qui prennent en charge le travail et qui marchandisent aussi l'activité de production. Alors ça, c'est le cas d'entreprises de prestation, mais on voit aujourd'hui de nouveaux consortiums d'agriculteurs émerger, c'est-à-dire que les agriculteurs n'attendent pas forcément qu'émergent de nouveaux acteurs pour se positionner sur certains marchés, mais on voit aussi que certains consortiums émergent autour d'agriculteurs qui créent dans un premier temps une CUMA intégrale, qui simplifie le travail du sol, mais qui dégagent suffisamment de temps libre pour proposer de la prestation de production au voisinage et qui n'hésitent pas à créer des entreprises commerciales, confèrent la plaquette que je vous diffuse, qui est une plaquette diffusée par un consortium de 8 agriculteurs qui disposent d'un assolement de 2000 hectares et qui propose des services de production à des voisins qui ne trouvent pas des repreneurs ou à des retraités qui se posent un certain nombre de questions quant à la reprise. Donc on voit bien que ce marché de la production agricole, marché qui s'incarne par la firme industrielle ou la firme commerciale, peut être aussi le fait d'agriculteurs plus traditionnels qui vont créer de nouvelles formes d'organisation collective. Voilà. Alors je vais terminer là-dessus. Alors juste, je vais terminer sur des questions qui se posent. C'est celle, de la complexité des formes d'organisation du travail en agriculture. On voit bien que l'exploitation agricole à la papa, aujourd'hui, elle est quand même, somme toute, assez déstabilisée par de nouvelles façons de penser le travail en agriculture, mais aussi un changement patent dans les préférences et les perceptions individuelles et collectives de ce qu'est l'activité productive agricole au sein même des familles. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui en agriculture n'est plus forcément pensé de la même manière. C'est-à-dire que même dans les familles agricoles aujourd'hui, l'activité productive est pensée comme un actif stratégique comme un autre. Tout comme on pense placer dans le cadre d'un PEA ou autre. C'est-à-dire qu'on raisonne aussi différemment ce qu'est l'activité agricole. C'est-à-dire qu'on le voit bien sociologiquement. Aujourd'hui, quand on va discuter avec des repreneurs ou des familles agricoles, la plupart des collatéraux disent « Non, je ne vais pas me sacrifier sur l'autel de l'exploitation sous prétexte que mon frère reprend l'exploitation. » Non, non.
l'exploitation de papa, c'est un actif comme un autre. Moi, j'ai aussi mon métier, j'ai aussi envie de vivre du travail qui a été celui de mon père, et donc je vais raisonner aussi différemment. Donc ça veut dire que aujourd'hui, la transmission et l'entrée dans les métiers ne peut que se penser différemment, et ça veut dire qu'on a aujourd'hui des dispositifs d'entrée et de sortie dans le métier, et là je me répète, qui sont peut-être aujourd'hui surannés. Voilà, excusez-moi, je suis allé, c'était un peu long, mais voilà, on pourra discuter. Merci.